Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 25 ans, je suis de Belgique, au cas où tu ne l'aurais pas entendu à mon superbe accent. Et je fais cette vidéo sûrement en deux parties pour vous parler de mon trouble anxieux et plus particulièrement de mon trouble obsessionnel compulsif, de la phobie d'impulsion. Sur le thème, la peur de se faire du mal à soi-même et aux autres. Alors pour commencer, je vais un peu expliquer mon parcours, comment tout ça a débuté. Alors on est le 25 décembre 2021 du coup, on allait vers 22. Le 25 décembre, je rentre chez mon compagnon, on est sur la route quand tout d'un coup je suis prise d'une crise de migraine avec aura. Pour ceux qui ne connaissent pas la migraine avec aura, chez moi elle se présente avec tous les signes d'un AVC en fait. On a exactement tous les symptômes. Et en même temps, je commence à avoir une douleur intense dans le bras gauche qui irradie dans la poitrine jusqu'au cœur. Et là, dans ma tête, c'est clair, je suis en train de faire un infarctus en fait. Donc je supplie mon homme de s'arrêter sur le côté, il s'arrête à une pompe, je calme la crise, je rentre, on fête Noël tant bien que mal. Et les jours continuent, voilà, grosso modo. Ensuite, durant tout le mois de janvier, j'ai commencé à avoir des drôles de sensations, à des moments où j'étais exposée entre guillemets à un danger, où j'étais dans des phases un peu stressantes, mais moi je m'en rendais pas compte. En fait, j'avais totalement la sensation d'être à côté de mon corps, ou dans un rêve. En fait, il y avait comme un voile qui se mettait devant mes yeux, mais ça venait et ça repartait aussi vite en fait. Il y avait pas... Et je me suis pas inquiétée de ces symptômes-là. Jusqu'au jour où je suis allée me coucher, j'ai pris mon bain, je suis sortie toute détendue, je me suis couchée dans le lit et là, à un moment donné, j'ai eu la sensation de tomber constamment alors que j'étais posée dans mon lit. Et puis, mon cœur a palpité et là, ça a été une catastrophe pour moi. Je me suis levée, toute nerveuse du lit, dépêche-toi, faut aller aux urgences, j'ai un problème, mon cœur il vient de battre... bizarrement, c'est sûr, je vais faire un arrêt cardiaque. Et là, mon compagnon essaye de me calmer tant bien que mal. Alors, eh bien, évidemment, il prend mes pulsations, mes battements de cœur, etc. Et bah non, ton cœur il bat totalement normalement, t'inquiète pas, allez, essaye de t'endormir, ça va aller. Je m'endors tant bien que mal et je me réveille exactement toutes les 30 minutes parce que j'ai la sensation d'étouffer, de ne plus savoir respirer, et je me sens terriblement mal dans ma peau en fait, dans mon corps. Le lendemain matin, je ne l'accompagne pas au travail alors que d'habitude je l'accompagne, hein, voilà. Et je descends et je décide de me rendre chez le médecin. Parce que ça ne va toujours pas, cette fois c'est constant, la sensation d'être à côté de mon corps, la sensation d'être dans un rêve, d'avoir les objets éloignés, de limite ne plus les sentir. C'est totalement bizarre ce que je suis en train de vivre, donc il faut que j'aille chez le médecin. Le médecin me fait le test pour savoir si en fait je n'ai pas fait un AVC, non, rien à signaler. Elle me dit donc d'installer l'application Respirelax. Et de prendre du C10-Stress, donc des médicaments à base de plantes pour le stress en fait. Je rentre, je prends du C10-Stress et j'attends mon compagnon pour pouvoir dîner en fait. Et là il rentre, on veut pour dîner et j'essaye de mettre une tartine en bouche mais pas moyen. Je ne sais plus manger, je ne sais plus avaler, voilà, c'est une catastrophe. Et là je me mets à pleurer, je le supplie d'aller aux urgences parce qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas en moi, je le sens, je le sais, je lui explique que ben voilà, je ne me sens plus du tout dans mon corps, donc je me rends à l'hôpital en expliquant les symptômes, etc.
Et là, on me fait tous les examens possibles et inimaginables. Ben non, madame, vos examens sont très corrects et tout est complet, mais on dirait une grosse angoisse. Est-ce que vous avez envie de pleurer? Bah non, menteuse. Je n'avais qu'envie de pleurer en fait. C'était pas possible, je voulais pleurer, mais j'osais pas le dire. Enfin, soit, je décide donc de rentrer chez ma maman. Parce que ben, quand on va pas bien et qu'on a encore nos parents, ben, la seule chose qu'on veut c'est près de nos mamans, nos papas. Et je rentre et je lui explique que voilà, ça ne va pas, que enfin voilà, je suis dans un mal-être total et que de toute façon, en fait, je ne fais que pleurer. Et quand on me pose la question de qu'est-ce que j'ai, je ne sais pas répondre. Juste, je ne me sens pas bien dans mon corps, je me sens toute bizarre. Je fais le nécessaire, je téléphone à plein de psychologues. Et puis, ben, j'irai voir la première qui acceptera de me prendre. Et là, une psy me répond qu'elle veut bien me prendre, etc. Je crois que 2-3 jours plus tard, j'avais rendez-vous chez elle. Je me rends chez elle et donc je lui explique ce qui se passe. Ah ben madame, c'est de l'anxiété, hein, voilà, il va falloir travailler sur vous. Ok, ça va. Je rentre chez moi et là, je la crois pas en fait. Je ne crois pas le corps médical. Les professionnels de la santé, je ne les crois pas. Et je me tourne vers Internet. La chose à pas faire. Google, c'est pas un docteur. Google, c'est pas un professionnel. Retenez bien ça. Et là, je fais comme recherche. Ben, j'explique mes symptômes à peu près à Google en fait. Hein. Et là, je tombe sur la dépression. Et je lis envie suicidaire. Je n'aurais jamais dû faire ça. Quand j'ai lu ça, ça n'a pas fait 2 secondes dans ma tête que j'ai commencé à avoir des scénarios de moi qui sautais par la fenêtre, de moi qui me pend, de moi qui m'égorge avec un couteau, de moi qui me poignarde avec des ciseaux, de moi qui prend des médicaments. Ça a même été au point jusqu'à voir un chargeur de téléphone et me voir m'étrangler avec en fait. Hein. Et là, c'est la catastrophe dans ma tête. Je me mets à pleurer, à trembler comme une feuille. Ma maman me prend dans ses bras et apparemment, moi je ne m'en rappelle pas, mais apparemment je lui ai dit je ne veux pas te laisser, je ne veux pas te quitter. Donc voilà. Ensuite, je suis allée voir de nouveau ma psychologue et je lui explique donc ce qui se passe dans ma tête. Et là, elle me dit eh bien madame, il faudrait vous faire hospitaliser. Et bah, là, t'acceptes en fait. Parce que t'en peux plus, tu sais plus quoi faire, tu sais pas ce qui t'arrive et t'as juste envie d'une chose, c'est de guérir vite, de comprendre ce qui t'arrive et donc t'acceptes. Donc je me retrouve à l'hôpital, la psychiatre est dans ma chambre, je lui explique ce qui se passe, ce que j'ai, etc. Et là, elle sort de ma chambre, des infirmières arrivent. Une arrive, elle me dit voilà madame, tenez, prenez le cachet. Je lui dis oui, mais c'est bien, mais c'est quoi le médicament? Enfin, je veux pas prendre n'importe quoi quand même. Elle me dit c'est un neuroleptique, en fait, c'est pour vous aider à effacer vos pensées. Moi, tu me dis qu'il y a un médicament magique pour effacer mes pensées, mais t'inquiète que je vais le prendre, alors que je n'aime pas du tout les médicaments. Hein. Je prends donc ce fameux neuroleptique. Ensuite, une deuxième infirmière rentre dans ma chambre. Voilà madame, un petit liquide bleu. Oui, mais c'est bien, c'est quoi? Un anxiolytique, c'est pour vos crises d'angoisse. Bah ok, je vais pas bien, je vais le prendre. Donc je prends le liquide bleu. Une semaine se passe et ça y est, je suis rentrée dans le moule de la médication. Sauf qu'il y a un problème, c'est que je suis totalement un zombie. Je ne me reconnais plus, ma famille ne me reconnaît plus, je suis au ralenti, enfin voilà, je suis complètement amorphe en fait. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas de quoi je souffre. En fait, à l'hôpital, on me dit oui, mais on n'aime pas mettre des étiquettes sur les maladies, les pathologies des patients, donc en fait, on ne dit rien. Heureusement, j'avais besoin d'un papier, et sur ce papier-là, il était écrit trouble anxieux. Bon, au moins, j'étais sûre que c'était un trouble anxieux. Mais ça n'expliquait toujours pas mes pensées, en fait. Je ne comprenais toujours pas parce que je n'avais jamais eu
et je n'ai jamais eu en fait d'idées suicidaires, de pensées suicidaires, donc je ne comprenais pas pourquoi du jour au lendemain, comme ça d'un coup en lisant quelque chose, j'étais devenue dans ma tête quelqu'un de suicidaire. Les semaines continuent de passer et on est à 3 semaines d'hospitalisation. Au bout d'un moment, je décide d'aller voir la psychiatre et de lui dire écoutez, maintenant je vais sortir, je vais rentrer chez moi, enfin ma famille me manque, mes animaux me manquent, il est temps que je rentre. Ok, bah ça va, madame, je peux pas vous certifier que demain vous n'aurez plus de pensée. Ok. Entre temps, il faut savoir que j'avais demandé aussi de ma propre initiative un antidépresseur. Donc elle m'avait prescrit un antidépresseur. Ensuite, donc je sors de l'hôpital et là je décide de prendre rendez-vous avec une thérapeute cognitivo-comportementale qui elle au téléphone me dit oh mais madame, en fait vous souffrez d'une phobie d'impulsion. Une fois que je lui ai expliqué tous les symptômes que j'avais, tous les scénarios que j'avais en tête, cette peur qui me prenait aux tripes. Et donc elle me dit vous souffrez d'une phobie d'impulsion, ça se soigne très bien. En fait ça se soigne en thérapie brève. Donc d'accord. J'arrive donc au rendez-vous, elle me donne rendez-vous 2-3 jours plus tard encore, hein, mais là j'arrive au rendez-vous et elle m'explique qu'en fait la phobie d'impulsion ça fait partie des troubles obsessionnels compulsifs et que pour pouvoir en guérir il va falloir que je m'expose à tout ce qui me fait peur, que je sorte de ma zone de confort. Là je lui dis bah ok, je vais accepter. Je suis désolée pour le bruit. Je suis vraiment désolée. Insupportable. Et donc elle m'explique que il faut donc que je sorte de ma zone de confort, que ça va être très difficile au départ, mais que plus je vais m'exposer à ce qui me fait peur et plus cette phobie d'impulsion va disparaître. Ok, moi je suis téméraire, j'y vais, je fonce, je m'expose. Alors tous les jours j'étais à dormir dans ma chambre alors que je n'y dormais plus parce que j'avais peur de sauter de mes fenêtres. Tous les jours j'ai utilisé des couteaux à steak en fait, hein, les couteaux à steak bien pointus, bien dentelés, à la place des couteaux ronds. J'ai utilisé les paires de ciseaux parce que de base je suis coiffeuse et donc il fallait que je les utilise les ciseaux. Hein. Et tous les jours, je me suis exposée. Et à un moment donné, en mai, vers fin mai, je n'avais plus de pensées, de scénario dans ma tête. J'étais vraiment tranquille. J'étais même arrivée chez elle en lui disant oh ben ça y est, je suis libérée, franchement c'est cool. Et là, j'ai décidé, j'ai dû arrêter l'antidépresseur parce que je faisais de l'hypotension avec, j'étais très mal, il était nécessaire que je l'arrête de toute façon, il ne me rendait pas bien et je n'avais vu aucune amélioration. Donc à ce moment-là, avec ma psychiatre, on décide de l'arrêter. Et là, il fallait que je l'arrête vite. Donc je l'arrête en 10 jours, je crois. Oui, plus ou moins. Et évidemment, c'était sans compter sur les symptômes de sevrage, aussi minimes soient-ils, pour me ramener à la phobie d'impulsion. Mais là, je prends encore le taureau par les cornes et je fais face à celui-ci. On arrive en juin et là, je décide de reprendre le travail, voilà. Et en même temps, j'avais décidé que je ne voulais plus du neuroleptique et que je ne voulais plus de l'anxiolytique, que ça y est, c'était maintenant qu'il fallait me sevrer parce que, de 1, j'avais peur de l'accoutumance, en 2, je m'étais informée sur le neuroleptique qui est très dangereux au passage. Et je voulais arrêter parce que de toute façon, il me donnait des effets secondaires. Franchement, le neuroleptique me donnait de sales effets secondaires. Donc je me rends chez ma psychiatre. Elle décide d'arrêter avec moi, même si j'ai dû forcer parce qu'elle ne voulait pas que je l'arrête, etc.
Et à ce moment-là, je ne savais pas à quoi je m'attendais au niveau du sevrage. Mais je me suis quand même sevrée de manière très difficile en reprenant le travail. Le seul problème qui s'est passé, c'est que le neuroleptique, en fait, je ne sais pas si vous en prenez, n'arrêtez pas comme ça si vous en prenez, continuez de le prendre s'il vous fait du bien. Chez moi, il ne me correspondait tout simplement pas, et de toute façon, je ne suis quand même pas professionnelle de la santé, je tiens à le préciser ça. Je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis rien du tout, juste une personne qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs au même titre que vous, d'accord? Donc, en fait, le neuroleptique apparemment se dépose sur les neurotransmetteurs de la dopamine. Ok, jusque là vous me suivez. Et donc, sur d'ailleurs les transmetteurs, apparemment le D2 et le D3. Et si vous voulez, j'étais totalement figée dans mon corps, j'avais même des mouvements involontaires. Et en se déposant sur ces neurotransmetteurs, eh bien, je n'avais plus de sentiments, je n'avais plus d'émotions, je n'aimais plus personne, je n'aimais même plus moi en fait. Et j'étais clairement le zombie. Le zombie, sans aucune émotion, je restais droite, figée, et alors j'étais vraiment bloquée dans mon corps. Je sais pas vous expliquer, mais c'était vraiment très très particulier à vivre. Et donc en fait là je me rends compte que je suis en dépression. Dépression médicamenteuse, mais dépression quand même. Sauf que quand on fait un retour en arrière, on se rend compte que ma phobie d'impulsion a débuté au moment où j'ai lu la dépression. Donc en fait c'est une peur pour moi la dépression. On est reparti dans le toc. Clairement on est reparti dans le toc. Et de plus belle d'ailleurs. Le toc me dit clairement... me dit clairement, non, me fait clairement croire que je suis au fond du trou, que je ne m'en sortirai jamais, que de toute façon je suis en dépression et je vais finir par passer à l'acte, je vais finir par me suicider, je vais finir par... Enfin, c'est sûr, dans un mois maximum je suis plus de ce monde en fait. Sauf que ben non, toujours pas. Ça fait 6 mois que j'ai eu ces pensées-là. Hein. Et donc... voilà, c'est comme ça que j'ai rechuté. Et alors je me rappelle me lever le matin et dire à ma mère oui mais si moi j'ai décidé que je ne me suiciderai pas, j'irai quand même pas... Enfin, c'est moi qui suis maître de moi-même, c'est quand même pas mon cerveau qui va me dire que je vais péter un câble et me suicider, moi je vais gérer mes gestes. Et c'était une catastrophe dans ma tête, c'était sûr j'allais passer à l'acte. Et donc j'ai rechuté. J'ai recontacté ma psychologue au mois d'août, où là je lui en ai parlé, elle m'a dit oui madame vous êtes dans un état dépressif, sauf qu'après quelques recherches en fait je me suis rendu compte que non c'était le TOC en fait, parce que plus t'as peur de quelque chose, plus le TOC il va t'aider à, enfin t'aider, non t'entasser plutôt, dans cette peur, il va te faire croire que bah, t'es vraiment en dépression, il va te donner absolument tous les symptômes, toutes les sensations, toutes les impressions, et clairement il va te faire croire que tu es dans cette fameuse dépression dont tu as peur. Ensuite, dans ma tête, tout le mois d'août, ça a été de toute façon le 3 septembre, date de mon anniversaire, tu vas te tuer, c'est sûr, tu vas mourir. Et puis arrivé le 3 septembre, je me rends compte que ben je vais mieux en fait. C'est bizarre à expliquer, mais je vais mieux. Et du coup, là je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai compris que c'était clairement le TOC qui jouait avec moi. À partir de ce moment-là, je suis rentrée dans une espèce de phase de guérison où ça a fait haut, bas, haut, bas, haut, bas. Parce que de toute façon, qu'on se le dise, hein, quand on rentre dans une guérison, plus particulièrement dans ce genre de pathologie, eh bien... c'est pas linéaire, non. Ça va vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut très fort, et puis vers le bas très fort. En fait, on passe sa vie à rechuter, à remonter, à rechuter, à remonter. Et c'est comme ça, parce qu'on ne guérit pas une bronchite, on guérit une maladie mentale, en fait. Hein. Et voilà. Alors aujourd'hui, je suis en phase de stabilisation. Et... dans la partie 2 de cette vidéo,
Je vais un peu vous expliquer donc cette stabilisation, les sensations, les impressions, les scénarios, tout ce que j'ai pu vivre, les conseils que j'ai à vous donner, l'acceptation de la maladie, parce que ça, parlons-en, l'acceptation est hyper importante. Il faut que vous acceptiez que ce dont vous souffrez est un TOC et uniquement un TOC. Voilà. Je pense que je vais arrêter là cette vidéo-ci et que je vais me lancer sur la deuxième parce que j'ai beaucoup à dire et je préfère faire des courtes vidéos plutôt que des longues. Et voilà, j'espère déjà que cette petite vidéo vous aide un peu à voir quel genre de parcours j'ai eu. Et que ben, ça vous rassure un petit peu, même si c'est pas ce qu'il faut, parce que quand on a un TOC, le but c'est de pas le nourrir, alors que quand on se rassure, on le nourrit, pardon. Et voilà, il me semble aborder tout mon parcours. Donc à très vite dans la deuxième vidéo. Ciao!